Bonjour, il est 17h30, nous sommes vendredi. Vendredi avant le week-end, c'est le pont de l'Ascension en France. Alors, je pense qu'on aura un petit peu moins de monde en France. On est trois, hein, juste Pavel est en retard, mais il arrive avec son iPad qui est extrêmement important pendant les réunions. Euh, donc, euh, Pavel est finalement arrivé. Igor est chez lui parce qu'il travaille, voilà, parce que quand il est au bureau, il ne travaille pas d'habitude. Donc, il est chez lui parce qu'il travaille. Et notre ami Arnaud, lui ne travaille pas, donc il est au bureau. Et voilà, et j'ai vu que Arnaud avait plein de feuilles de papier devant lui, donc il a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Euh, donc Arnaud, qu'as-tu à nous dire? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 derniers jours, s'il te plaît? Alors, Ça fonctionne? on a Ça changé de marche. système. Vous avez vu qu'on est revenu au micro. Donc, si vous avez des problèmes de son, alors, on a déjà quelqu'un qui nous dit je n'ai pas de son, hein, c'est normal. C'est que vous êtes sourd. Alors, je ne sais pas. On a une personne qui nous dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que les autres ont du son? Est-ce que vous... Alors, Pavel n'entend pas, mais c'est normal. C'est bon, voilà. Bon, donc, tu peux y aller. Bien, alors commençons avec l'économie, comme à l'accoutumée. Reparlons un peu de la Banque centrale. J'avais annoncé mercredi un abaissement du taux directeur, ça s'est confirmé. Il est passé de 14 à 11%. Une décision forte, plus forte qu'anticipée par les observateurs et les acteurs économiques. Je rappelle qu'avant le 24 février, le taux directeur était à 9,5 et qu'il avait été porté le 28 février à 20%. Comme je l'avais également annoncé, cette décision a eu pour effet presque immédiat l'abaissement du taux de change du rouble. Le rouble, on était à 1 euro pour 58 mercredi, je crois, ou mardi, à la bourse de Moscou, et à la mi-journée, aujourd'hui, il était à 71 à la bourse de Moscou. Donc voilà, une décision qui a déjà porté ses fruits. Déclaration de Vladimir Poutine qui s'est exprimé lors du Forum économique eurasiatique. Il a appelé à un grand partenariat avec les pays de l'Union économique eurasiatique, mais élargi à la Chine, à l'Inde et à d'autres pays. Et il a déclaré que pourraient être signés des accords avec donc ces pays qui permettraient, je cite, de compléter, de développer ceux de l'OMC. Autre nouvelle relative au commerce extérieur de la Russie, il y a eu une commission intergouvernementale russo-iranienne qui s'est tenue à Téhéran. C'est Alexandre Novak, le vice-premier ministre, ancien ministre de l'énergie, qui présidait la délégation russe. Et à cette occasion, les Iraniens, et notamment le ministre iranien du Commerce et de l'Industrie, a déclaré que son pays pourrait livrer à la Russie des turbines à gaz et des pièces détachées pour automobiles, chose qui pourrait être évidemment appréciée en Russie dans le nouveau contexte. L'Iran? Iran. Iran. Ils font des pièces détachées pour automobiles? Apparemment, et ils font des turbines à gaz, c'est sûr, je l'ai Oui. vérifié, parce que c'est un héritage, si je veux dire, de coopération avec Alstom et surtout avec Siemens. Ce que les Russes n'ont pas, en tout cas dans cette catégorie-là. Donc voilà pour l'économie. Alors non, une dernière nouvelle économique. Donc un haut responsable de Russie Unie, dont je parlerai un petit peu plus tard, Andrei Turchak, qui est par ailleurs numéro 2 du Conseil de la Fédération, c'est-à-dire le Sénat russe, a proposé la création d'une zone économique spéciale dans le Donbass. Donc on voit que les idées foisonnent. Politique, et je reparle d'Andrei Turchak, puisqu'il est au centre d'une passe d'armes, si j'ose dire, avec Vyacheslav Volodine, qui lui est président de la Douma. Volodine s'est ému des voyages fréquents de certains des députés de la Douma d'État dans le Donbass. Il a déclaré que ça coûtait très cher, notamment en garde du corps, que ça coûtait presque aussi cher que l'opération spéciale elle-même. Il a été donc repris, en tout cas, il y a eu un échange public avec justement Andrei Turchak, qui a dit, je cite,
qu'il ne fallait pas prêter attention à ces prises de parole, à ces déclarations de fonctionnaires totalement coupés des réalités. Ce qui n'est pas rien, puisqu'on parle en l'occurrence du président de la Douma d'État. Et les choses n'en sont pas restées là, puisque le soir même, c'est-à-dire hier, Vyacheslav Volodine a voulu avoir le dernier mot, on verra si c'est le dernier ou pas, et il a déclaré que les électeurs nous payent, je cite, pour que nous travaillions et non pas pour qu'on s'occupe de nos agendas personnels. Je relève cet épisode parce que ça ne traduit pas des divergences de fond sur, je dirais, l'avenir de la Russie, la situation politique ou ce qui doit être fait dans le Donbass. Tortchak et Volodine sont plutôt des durs, entre guillemets, mais on voit que les rivalités au sein même du pouvoir sont en train de s'exacerber et surtout, ces échanges sont sur la place publique, ce qui est assez inhabituel. Quelques mots du Parti communiste ou d'élus communistes ou d'anciens élus communistes. Donc Valéry Rachkin, qui était l'ancien patron de la fédération du PC de Moscou, qui, vous le savez, a été condamné à 3 années de détention avec sursis pour chasse illégale, a été démis de son mandat. Et par ailleurs, aujourd'hui, 4 élus communistes de l'Assemblée régionale de Vladivostok, de la province littorale, Primorie, ont adressé une lettre à Vladimir Poutine dans laquelle ils lui demandent de cesser l'opération spéciale. Enfin, un tribunal militaire de Nalchik, Caucase du Nord, a jugé légal hier le renvoi de 115 militaires de la garde nationale, Rosgvardia, qui avaient refusé de servir en Ukraine et qui avaient contesté la décision de leur employeur, estimant qu'elle enfreignait les contrats signés préalablement et qui stipulaient service sur le territoire national. Voilà, en quelques mots, l'actualité économique et politique. Mais merci beaucoup, Arnaud. Grâce à toi, j'ai appris que les Iraniens fabriquaient des composants automobiles, ce qui m'étonne. Je connaissais les turbines, je ne connaissais pas les composants automobiles et je ne vois pas comment ils peuvent les faire, mais parce qu'ils subissent les mêmes sanctions que les Russes sur ce sujet, donc c'est assez intéressant à voir. Igor, sur un plan diplomatique qu'as-tu relevé aujourd'hui? Merci Président, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, sur le plan diplomatique, on peut citer la déclaration du porte-parole du Kremlin, M. Peskov, qui a qualifié de gelé les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas une grande surprise, il continue de commenter l'inexistence tout simplement du canal diplomatique, en tout cas l'inactivité du canal diplomatique entre la Russie et l'Ukraine. Le chancelier Scholz, qui a aussi commenté la situation en expliquant que ni l'Ukraine ni personne d'ailleurs n'accepterait une paix dont les termes seraient dictés par la Russie et que cela par conséquent était une perspective qui était vouée à l'échec. On va reparler de l'Iran, Président, puisque après la Turquie, l'Iran aussi s'est déclaré prête à offrir sa médiation et à abriter des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. Alors, ce n'est pas la première fois que les Iraniens manifestent, j'allais dire, leur bonne volonté. En 2008, on se souvient qu'ils avaient déjà proposé également leurs bons offices dans le conflit entre la Russie et la Géorgie. En 2020, quand il y a eu la guerre dans le Karabakh, ils ont là aussi proposé une médiation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il ne faut pas vraiment se faire d'illusions sur cette médiation. Il y a très peu de chances en réalité qu'elle aboutisse, mais c'est plutôt, comment dirais-je, une communication avant tout à usage interne. L'idée, à mon avis, Téhéran, c'est afficher une forme d'indépendance sur ce dossier, une capacité à un petit peu peut-être se démarquer de la Russie, en tout cas masquer une forme une communication qui vise à masquer sa dépendance à l'égard de la Russie dans beaucoup de domaines, et également à détourner l'attention du public des problèmes internes qui sont assez nombreux en Iran. Je rappelle que le pays est secoué par des manifestations depuis des semaines, qu'il y a une inflation énorme. Donc a priori, cette déclaration ne va pas vraiment au-delà je dirais, d'enjeux internes. On relève aussi aujourd'hui un entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et le président du Conseil italien Mario Draghi. Ils ont abordé évidemment la situation humanitaire en Ukraine, mais également la question de la sécurité alimentaire dans le monde.
Et le Kremlin a réaffirmé sa position, à savoir que le déblocage des exportations de céréales d'Ukraine était directement lié à la levée des sanctions qui pèsent sur la Russie, puisque le Kremlin a mis en avant non seulement les difficultés logistiques, mais également des difficultés d'ordre financier pour des transferts bancaires qui seraient liés au paiement de ces chargements de blé et de céréales ukrainiens. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a expliqué qu'il y avait très peu de chances que la Suède et la Finlande voient leur candidature acceptée d'ici le sommet de l'OTAN à Madrid, qui se tient fin juin, le 29 et le 30 juin plus précisément. Candidature qui sera acceptée uniquement si d'ici là, donc en l'espace de 5 semaines environ, hein, seulement si d'ici là les craintes de la Turquie, plus précisément les exigences formulées par la Turquie sont satisfaites, ce qui a très peu de chances d'arriver en réalité, et que par conséquent il y a soit peu probable que la candidature des 2 pays scandinaves soit, comment dirais-je, débattue et en tout cas traitée lors du sommet de l'OTAN en Espagne. Enfin, une autre information, manifestement, d'après le journal Corriere della Sera, journal italien Corriere della Sera, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, serait en train de pousser une initiative assez originale en direction des pays d'Europe orientale. Il leur proposerait de créer et d'intégrer une forme de Commonwealth européen, une sorte donc d'alliance politico-économique et militaire qui serait très clairement dirigée contre la Russie. Hein. L'idée, ce serait évidemment de contenir l'influence russe. Cette alliance reposerait avant tout sur une frustration commune partagée à l'égard de Bruxelles, alors plutôt sur des objets politiques. Hein. C'est que les relations entre Bruxelles et Varsovie, par exemple, étaient assez compliquées. On se souvient que la Pologne avait fait l'objet de sanctions en raison de questions domestiques polonaises qui ne satisfaisaient pas les critères européens. Mais aussi une certaine frustration à l'égard de la tiédeur de la réponse allemande face à l'opération spéciale russe en Ukraine, et que finalement ces pays, donc plus précisément les pays baltes, la Pologne, l'Ukraine aussi, et à un stade un peu plus lointain, pourquoi pas la Turquie, pourraient rejoindre ce Commonwealth européen qui, pour la Grande-Bretagne, présenterait l'avantage de lui permettre de redevenir, entre guillemets, une puissance sur le continent européen, après son retrait de l'Union européenne, mais également de contenir, évidemment, l'influence de la Russie, puisqu'on rappelle que dans les documents stratégiques britanniques, la Russie fait figure de principale menace à la sécurité du Royaume-Uni. Enfin, on peut aussi relever en cette fin de semaine une évolution dans le narratif des officiels ukrainiens depuis lundi, une évolution assez récente, puisque aussi bien Volodymyr Zelensky que son principal conseiller, M. Podolyak, ou que le principal communicant ukrainien, M. Arestovitch, tout au long de la semaine se sont fendus de déclarations assez explicites sur les difficultés rencontrées par l'Ukraine dans le Donbass. M. Zelensky a donné des chiffres très précis sur les pertes quotidiennes subies par les forces ukrainiennes, qui s'élèvent entre 50 et 100 hommes qui tombent sur le champ de bataille donc tous les jours. Monsieur Kouleba aussi cette semaine, j'en avais parlé, expliqué que l'Ukraine faisait face à une situation extrêmement difficile dans le Donbass. Monsieur Arestovitch expliquait hier dans une de ses causeries du soir que la situation dans le Donbass était très compliquée, était critique. C'est des déclarations auxquelles on n'est pas habitué. D'abord sur les pertes, les Ukrainiens ne communiquaient absolument pas sur les pertes qu'ils subissaient jusqu'à très récemment. Excusez-moi, c'était un grand tabou. Là, le président ukrainien donne des chiffres, c'est tout à fait nouveau. Et donc des officiels, je le dis, qui ne mâchent pas leurs mots sur les difficultés rencontrées par les forces ukrainiennes dans le Donbass. On comprend l'idée, c'est de susciter une nouvelle vague d'assistance militaire, une assistance militaire plus robuste. Les Ukrainiens réclament du matériel militaire très précis pour tenter de retourner la situation à leur avantage dans le Donbass. Et pour l'instant, manifestement, ils ne sont pas satisfaits des nouveaux packages d'aide militaire qui sont donnés, octroyés par des pays. On parlait de l'Italie récemment, du Danemark aussi, qui va livrer certains systèmes. Et cela donc corrobore aussi ce que l'on expliquait dans des séances précédentes, à savoir que pour l'instant, manifestement, la dynamique dans le Donbass est plutôt du côté des forces russes et pro-russes. Voilà, Président, pour les nouvelles de cette fin de semaine.
Merci Igor. Tu le disais un peu, mais ce que j'allais dire, l'initiative de Boris Johnson, certes, c'est contre la Russie, mais elle est surtout contre l'Union européenne. Et elle contredit l'initiative du président Macron, qui parlait d'une... je ne sais plus quel était son terme, ce n'était pas une union, mais avec les autres pays de l'Est, qui était une idée de Mitterrand qui a repris Macron. Une confédération européenne. Parler d'une communauté politique européenne ou d'une société politique européenne. Confédération, je crois, oui. Ouais, qui est censée être, on va dire entre guillemets, une antichambre pour éventuellement devenir un jour membre de l'Union européenne. Il n'y a aucune automaticité, autrement dit, si jamais cette société voit le jour, cette société politique européenne, et si jamais la Moldavie, l'Ukraine et la Géorgie y rentrent, il n'y a aucune garantie que cela leur donne une voie d'accès automatique à une quelconque appartenance à l'Union européenne. Cela dit, c'est une forme de compensation, en tout cas ça peut être vécu comme ça par ces États. Il y a une réception assez froide à cette idée de Macron, notamment par l'Ukraine. Donc l'idée de Boris Johnson, oui, au minimum, elle est concurrente de cette idée-là. C'est pas très surprenant, les Britanniques, depuis des années, bien avant le début de ce conflit en février, sont complètement vent debout contre la Russie. Ils en ont fait véritablement un objet prioritaire de leur géopolitique, leur politique étrangère, de sécurité et de défense. Quand on voit le dernier document stratégique britannique, la Russie, comme je l'ai dit, est une des principales sources de menaces dans ce document, une des principales sources de menaces à la sécurité du Royaume-Uni. Cela justifie une forme de réarmement pour l'armée britannique. Et effectivement, je serais curieux d'observer, alors si jamais ce projet, ce Commonwealth européen est officialisé, j'allais dire, par les autorités britanniques, pour l'instant c'est des fuites, c'est des rumeurs, mais des rumeurs très persistantes, qui sont corroborées aussi par les visites du Premier ministre britannique récentes et par les personnes qu'il a accueillies à Downing Street. Si jamais c'est officialisé, je serais curieux de voir la réaction des Européens, parce qu'à l'évidence, ça va dans le sens d'une, comme je le disais, soit d'une concurrence à minima avec des initiatives européennes, voire cela peut compromettre à un certain niveau une certaine cohérence de l'Union européenne dans ce dossier-là. Apparemment, il aurait aussi fait du pied à Viktor Orban, puisque la Hongrie aurait vocation à intégrer ce projet-là. Mais en tout cas, dans le document qui a été publié par le Corriere della Sera et qui s'appuie sur des sources qui étaient présentes au forum de Davos, eh bien, la Hongrie, à ce stade-là, n'est pas mentionnée. Mais ce qu'on constate, c'est que de la région de la Baltique à la région de la mer Noire, les Britanniques essayent d'ériger une forme de barrière orientale, alors barrière orientale à la britannique, puisque la barrière orientale, c'est dans la diplomatie française, ça remonte à quelques siècles, et c'était une stratégie déployée par la diplomatie du roi pour faire pression sur les Habsbourg depuis leur flanc oriental, en réalité. Bon, là, l'idée, on comprend pour les Britanniques, c'est d'ériger une barrière contre la Russie, contre l'influence de la Russie en Europe orientale, dans la mer Noire et en Baltique. J'insiste, c'est contre la Russie, c'est tout ce que tu veux, mais c'est contre l'Union européenne. Ah oui, tu ne pourras pas avoir un Commonwealth et une confédération. En tout cas, c'est un objet, à mon avis, de pression et potentiellement de négociation. Je rappelle que les négociations difficiles entre les Britanniques et l'Union européenne ne sont pas totalement achevées. Il reste le sujet brûlant comme l'Irlande du Nord, par exemple, qui n'est pas tranché et qui va se représenter prochainement. Et par conséquent, ça peut être un objet de négociation, mais vu le cadre que je rappelais un peu géopolitique pour les Britanniques, pour moi, ça va au-delà de ça. Si ça prend forme, c'est vraiment la Grande-Bretagne qui redéploie une grande politique sur le continent depuis qu'elle a quitté l'Union européenne et qu'elle s'est défaite, j'allais dire, des traités et de l'Union européenne. Elle redéploie une grande politique sur le continent, une politique qui vise à incarner une forme de puissance sur le continent. J'insiste, pour la Russie, on s'en fiche dans ces cas-là. C'est l'Union européenne qui va souffrir. Et c'est anti-européen, mais c'est surtout contre Paris et Berlin. Et les arguments que met en avant, apparemment, pour autant qu'on puisse le savoir, Johnson dans les capitales qu'il a visitées ou auprès des pays concernés ou potentiellement concernés, c'est la modération ou ce qu'il présente, ce qu'il dénonce comme une position pas assez ferme de la France et de l'Allemagne à l'égard de la Russie. C'est ça le créneau, en fait, le créneau politique. C'est d'être plus dur à l'égard de la Russie et de dénoncer. Alors, ça a des implications. On verra si ça se formalise. J'ai quelques doutes sur
la possibilité d'une double appartenance. Et je doute que des pays comme la Pologne renoncent aux fonds européens, et que la Grande-Bretagne soit en mesure de compenser le cas échéant. Ceci dit, encore une fois, ça peut avoir des implications à plus brève échéance dans les semaines qui viennent, lorsque pourrait se poser la question d'une éventuelle reprise des négociations, après peut-être, en tout cas c'est ce qui se dessine, une victoire russe dans le Donbass. Ce que ça veut dire, c'est que la Grande-Bretagne mobilise les opposants à une paix négociée et à l'hypothèse même de négociation. Et on le voit dans le champ médiatique. Ça produit déjà ses effets et au plan politique, ça existe aussi. Donc, on peut considérer que le grand dessein est un peu illusoire, qu'il ne verra pas le jour, mais en réalité, ces impulsions, elles peuvent avoir des conséquences sur le terrain, dans le dossier ukrainien, dans un premier temps, et des conséquences, à mon humble avis, assez néfastes. Et j'ajouterais, si tu permets, Emmanuel, juste encore un élément factuel qui vient corroborer un peu tout ce qu'on évoque, hein. C'est que dès lors que la Suède et la Finlande sont sortis du bois, et pas du bois de Bologne, comme dirait Pavel, mais pour expliquer qu'ils allaient rentrer dans l'OTAN, Boris Johnson s'est rué à Helsinki pour tout de suite offrir des garanties de sécurité à la Finlande dans la période transitoire qui l'avérait ne pas encore appartenir à l'OTAN, mais ayant déjà fait acte de candidature et signé des documents stratégiques pour manifestement apporter une forme de sécurité dans cette période de vulnérabilité qui est cette antichambre de l'appartenance à l'OTAN. On nous demande justement une telle initiative des Britanniques, merci, parce que c'est dans toutes les langues là. Peut-elle voir le jour sans une ingérence des US ou serait-ce une initiative cachée des États-Unis? Moi, je ne suis pas certain. Je ne crois pas que les Américains aient grand-chose à faire pour pousser les Britanniques à déployer ce type de politique. Je pense que les Britanniques savent très bien ce qu'ils font, savent très bien où ils vont, ils jouent leur partition. Ils renouent avec certains grands canons de la diplomatie britannique, tels que le balance of power sur le continent européen. Donc, c'est des choses qui remontent depuis le XVIe siècle, hein, au moins. Ils renouent avec cette forme de tradition. À mon avis, les Américains n'ont pas grand-chose à faire pour déclencher ce type d'initiative. Alors, sur un autre sujet, c'est pour toi, Arnaud. La baisse du taux directeur de la BCR, alors est-ce qu'elle va se poursuivre, nous demande-t-on, et une nouvelle cible a-t-elle été communiquée? Alors elle devrait se poursuivre. Hein, donc BCR, c'est la Banque centrale russe, excusez-moi. Voilà, la Banque de Russie a publié un communiqué assez laconique dans lequel elle déclarait que le processus de baisse devrait se poursuivre lors des prochaines sessions. Je rappelle que la décision d'hier a eu lieu lors d'une session extraordinaire des directeurs de la Banque de Russie. La prochaine réunion, selon le calendrier normal, aura lieu le vendredi 10 juin. Donc, il est possible que dès le 10 juin, il y ait une nouvelle baisse du taux directeur. Aucune cible n'a été formulée s'agissant des taux. En revanche, la Banque de Russie entend revenir à 4% d'inflation en 2024. On n'a pas beaucoup de questions, donc si vous voulez en poser, vous pouvez. Sinon, on finira plus tôt, bien évidemment. En tout cas, on en a une qui vient de deux personnes différentes et qui est exactement la même. C'est vraiment une question pratique sur laquelle je n'ai pas de réponse, mais on va chercher. Boris, il faut que tu notes. Deux personnes qui veulent emmener leur voiture de Moscou à Paris et qui nous demandent le nom de contact de société logistique. Alors, à part FM Logistique que nous connaissons bien, et je ne sais pas s'ils emmènent des voitures ou non, mais Boris, si tu peux demander à FM Logistique s'ils peuvent le faire, et sinon, s'ils peuvent t'indiquer le nom de société qu'ils feront. Et si vous voulez bien, les deux personnes qui nous ont écrit pour cette question, nous écrire sur la hotline, et on vous répondra sur la hotline, hotline@ccfr.ru. Voilà. Et à part ça, on n'a plus de questions. Donc, je ne sais pas si vous en avez d'autres. Alors, on me dit, la banque, une autre question pratique. Ma banque Revolut vient de me confirmer que je ne peux pas faire de virement B2B vers la Russie. Quelle solution? Il faut passer par
si c'est du B2B par une banque classique, mais il faut demander bien évidemment et à la banque en France et à la banque en Russie s'ils acceptent d'envoyer, de recevoir de l'argent. Et il faut demander aux deux avant de faire l'opération. Je crois que c'est... Tu n'as pas réussi à faire un transfert de... Non, non, mais en personnel, tu n'as pas réussi, toi. Par contre, on a d'autres personnes qui arrivent. Enfin, vraiment, ça dépend. Ça dépend pas de la banque, ça dépend des agences. Donc, ce que je répète souvent, donc il faut vraiment que vous voyez votre agence et que vous parliez à votre conseiller de compte pour voir si vous pouvez le faire. Une question politique. On avait noté ces dernières semaines un entretien entre Shoigu et son homologue britannique et un autre entretien entre Gerasimov et son homologue américain. Est-ce que cela peut anticiper un retour des anglo-saxons à la table des négociations pour l'Ukraine? Alors, Shoigu, je ne suis pas sûr, il a parlé, les deux Russes, c'est-à-dire le ministre et le chef d'état-major, ont parlé à leurs homologues américains. Les Britanniques, je ne suis pas sûr, j'ai un doute, mais Igor confirmera ou infirmera. Ce qui ne s'était pas produit depuis le 24 février. Donc, c'est plutôt rassurant, mais je n'irai pas jusqu'à dire que ça laisse entrevoir des perspectives diplomatiques radieuses. C'est, je dirais, le retour au service minimum, de mon point de vue. Moi, je confirme, Shoigu a effectivement parlé avec Lloyd Austin, donc, qui est le secrétaire à la défense des États-Unis, d'une part. D'autre part, les anglo-saxons n'ont jamais été à la table des négociations. Ils ont toujours été surtout très réticents à ne pas s'asseoir à la table des négociations. Je rappelle que lorsqu'il y avait le format de Minsk, les Américains ne voulaient surtout pas être dedans, même s'ils entretenaient des canaux parallèles de discussion avec les Russes et avec les Ukrainiens. Là, actuellement, à la table des négociations, c'est, on a dit, hein, d'un côté une délégation russe, de l'autre côté une délégation ukrainienne, les Turcs qui essayent de faire de la médiation, Abramovich qui a fait modérateur sur des discussions, les Israéliens qui ont tenté une médiation, plutôt de faire des bons offices, mais ça n'a débouché sur pas grand-chose. Les anglo-saxons, ils sont complètement sur un autre portage. Hein. Pour l'instant, ils sont plutôt dans une logique de consolider les capacités ukrainiennes de défense et ils sont plutôt donc à privilégier leur rapport de force sur toute autre chose. Surtout en ce moment où on voit que manifestement les Américains essaient de pousser pour une certaine initiative sur la mer Noire qui viserait à permettre l'évacuation des céréales et du blé ukrainien en fournissant du matériel à l'Ukraine qui serait de nature à lui permettre de lever le blocus. Donc on voit qu'ils sont complètement sur un autre portage, sur un portage plutôt au contraire de fournir de l'armement et d'être sur une logique de force. Logique de guerre, aurait-on dit à une autre époque. Alors une autre question pratique, on nous demande si la CCIFR peut aider une société à vendre des actifs entre gentlemen raisonnables. Alors déjà, il faut que effectivement les gentlemen soient raisonnables. Oui, on peut aider. On peut aider pour tout ce qui est en fait support et soutien. C'est-à-dire qu'on ne fera pas les négociations en tant que telles. Hein. Ce n'est pas nos compétences, mais on peut aider à trouver des avocats. On peut faire toute la logistique en fait. Voilà. Donc on peut, si vous nous contactez et la personne qui nous a écrit peut nous contacter directement, on peut effectivement vous aider à trouver les bonnes personnes pour même trouver un management temporaire, puisque vous savez que la loi a été passée récemment. On nous demande que les universités françaises acceptent toujours les étudiants russes. Vous êtes au courant? En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de, contrairement à ce qu'on a pu entendre, hein, d'expulsion ou d'exclusion d'étudiants russes en France. La question, c'est la suite. Est-ce qu'il y aura, c'est la rentrée prochaine en réalité, comment ça va se passer, surtout dans le contexte qu'on a évoqué d'une sortie du système de Bologne, non-reconnaissance, sans doute la fin des doubles diplômes. Donc là, il y a quelque chose de... c'est le grand saut dans l'inconnu s'agissant des coopérations universitaires et donc des parcours universitaires. On a un membre du conseil scientifique de l'Observatoire qui nous dit qu'il suit nos conférences en direct ou en différé. Merci beaucoup pour ce suivi. Et on n'a plus de questions. Donc aujourd'hui, on ne va pas durer plus longtemps que cela. C'est effectivement le week-end de l'Ascension en France, donc je pense que vous êtes fatigués.
mais on viendra lundi. Mais Pavel? Oui, et Jean Radvani, puisque c'est lui que le président a cité, est une preuve parmi tant d'autres qu'aujourd'hui le sujet iranien perce. Voilà. Donc, pour terminer sur cette session, c'était pour Igor. Jean Radvani est d'origine magyare. C'est un peu pareil, non? Cher Jean, nous te saluons. Nous sommes heureux de te savoir avec nous. Magyare, c'est la Corse du Nord. Si tu me laisses quelques secondes, je pourrais peut-être faire quelque chose sur les Magyars. Donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine, lundi, mercredi, vendredi, 17h30, heure de Paris, 17h30, heure de Moscou, 16h30, heure de Paris. La hotline, vous la connaissez. Les 2 fils Telegram également. Nos actualités, le 31 mai, un séminaire RH, défis et solutions. C'est assez ambitieux. Le 1er juin, conférence et rencontre de networking. Le 2 juin, un webinaire sur les crypto-monnaies. Et le 7 juin, enfin, une session du comité. Principale difficulté du contrôle des co-contractants dans le nouveau contexte. Voilà. Toutes les autres actualités de la CCI France-Russie sont en ligne sur notre site que nous vous invitons à venir consulter. Tenez bon, chers amis. Pavel, est-ce que tu veux dire un petit mot sur la conférence que tu as fait hier avec les douanes? Oui, alors hier, effectivement, nous avons eu une session historique puisque nous avons eu 8 hauts responsables des douanes russes emmenés par le vice-directeur des douanes lui-même et qui, en fait, est le début d'une collaboration très suivie des 2 côtés avec les services douaniers, donc toutes les entreprises, les membres, les non-membres, qui souhaitent avoir une insistance sur le dédouanement côté russe. Évidemment, nous ne pouvons pas intervenir de l'autre côté de la frontière. Contactez-nous, sollicitez-nous et vous avez la hotline à cette fin qui est l'outil idéal pour pouvoir, de votre côté, en tout cas, nous soumettre vos demandes, vos questionnements et nous vous y répondrons. Toute notre équipe est mobilisée pour vous aider sur ce sujet qui est l'un des sujets essentiels pour les entreprises françaises qui continuent de travailler sur le marché russe, la question de la chaîne d'approvisionnement. Merci Charles pour ton très gentil mot que tu viens de nous écrire. Je te signale que Jean Radvani dit « honte à toi Pavel » et je suis d'accord avec Jean. La CCIFR, la CCI France-Russie reste à vos côtés. Passez une bonne fin de week-end pour ceux qui sont en France, un bon week-end pour ceux qui sont en Russie. À lundi soir. Merci, au revoir. Il y a ma guerre de honte à avoir.